Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Vigile comme chaque dimanche est au rendez-vous, calé devant son micro pour ajouter une nouvelle brique à ce chantier radiophonique, toujours avec nos auditeurs en témoins actifs. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, vous êtes aussi un poseur de briques? Enfin. Bon, nous posons ensemble. Alors, c'est avec un grand plaisir, Vigile, que je vous retrouve pour ce 144e numéro de notre programme où nous accueillons un acteur politique qui a des choses à nous raconter sur l'actualité. Économiste gestionnaire, ancien ministre de Boni Yayi, député et président de la commission du plan à l'Assemblée nationale. Notre invité est le président du RND, le Rassemblement national pour la démocratie, qui se réclame de la majorité présidentielle. Jean-Michel Abimbola, bonjour. Oui, merci. Bonjour M. Adou, bonjour M. Arouansé, merci de m'avoir invité. Alors, nous vous remercions également d'être venu participer à cet exercice dominical d'explication, d'analyse et de commentaire de l'actualité sociopolitique vue dans le prisme des actes posés et de la parole entendue. Entre autres sujets que nous évoquerons avec vous, le premier budget du gouvernement de la rupture, le vote de la loi sur le partenariat public-privé, loi que vous avez personnellement portée, la décision d'interdiction des associations, des activités des associations d'étudiants sur les campus, puis un mot sur la gouvernance du talent et sur la réforme que propose le président. Mais déjà, Jean-Michel Abimbola était connu pour être un fervent soutien du docteur Boni Yayi jusqu'au pré-crépuscule de son second mandat. Lorsqu'on connaît le cordial désamour qu'entretient les deux hommes, Talon et Yayi, plusieurs internautes, à l'annonce de votre passage dans notre émission, ont voulu savoir si c'était cohérent, si c'était crédible tout simplement de passer ainsi de l'un à l'autre, de Yayi à Talon, enfin vice-versa. Ça, c'est une question des auditeurs. Ah, je ne savais pas que c'était une question. Je pensais que c'était un commentaire, donc j'attendais la question. C'est une question. Est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est crédible de passer comme ça de Yayi à Talon? Posez la question au président Talon lui-même. Il est passé lui-même de Yayi à Talon. Et vous pouvez poser la question, disons, à plusieurs acteurs politiques qui sont au gouvernement actuellement. Donc, comment ça, ce qui importe, il n'était pas encore lui-même. Non, si, Talon était Talon. On se cherche. Là. Mais comment il parle de Yayi à Talon? Oui, je veux dire par là que nous étions tous avec Yayi. Parce que ce qui nous a préoccupés à l'époque, tous, c'est le développement du pays. Mais Yayi n'avait pas encore rejoint Talon, il ne l'a pas encore rejoint juste là. Et je parle de Talon, je ne parle pas de Yayi. Je veux dire que nous étions tous avec Yayi et certains aujourd'hui, parmi ceux qui étaient avec Yayi, sont avec Talon. Donc il n'y a pas de contradiction. Vous avez abandonné Yayi pour Talon? Bon, s'il vous plaît de dire que c'est un abandon, tant mieux. Mais si vous suivez mon parcours, vous verrez que, effectivement, disons, j'étais parmi les tenants du changement, de la refondation, parce que l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est le développement de notre pays. Il y avait des objectifs qui avaient été fixés, il y avait une vision claire pour faire avancer le Bénin. Mais quand vous êtes membre du gouvernement, vous n'avez pas la liberté de parole. Heureusement, d'ailleurs. Un gouvernement, c'est l'armée. Donc, en revanche, quand vous êtes parlementaire, vous avez le loisir de parler. Aujourd'hui, je suis sûr que ce que je pourrais dire de la gouvernance du président actuel ou du régime actuel, aucun ministre ne pourrait venir s'asseoir ici pour dire. Mais en même temps, monsieur Abimbola, en même temps, est-ce que vous allez nous faire peut-être une confidence, nous qui n'avons jamais mis pied dans la salle du Conseil des ministres. Bon, c'est pour bientôt, ça va venir. Ah non. Vous êtes sur la bonne voie, monsieur Adou. Ça ne fait pas partie de nos projets. Moi non plus, c'était pas mon projet, mais j'y suis arrivé parce que mon projet, c'était le Bénin. Alors, en tout cas, vous allez nous dire comment ça se passe. Oui. Il paraît que quand on est ministre, oui, on donne des conseils au président de la République. Bien sûr, mais c'est des conseils. Ben, c'est pas des instructions. Non, c'est pas des instructions. On l'éclaire, n'est-ce pas? Bien sûr. De son expertise, parce que le président n'est pas censé être compétent sur toutes les matières. Normalement. Bon, alors, donc c'est pour ça qu'il se choisit des ministres qui sont compétents dans leur domaine et qui lui donnent des conseils qui l'orientent. Quand vous étiez au gouvernement, vous étiez quand même entendu par le président Yayi Boni, dont vous étiez l'un des très proches, non?
Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement du président Yahya Boni, nous avons été jusqu'à pratiquement une trentaine de ministres. Donc, chacun a sa sensibilité. Chacun a ses domaines de compétences. 10 ans, on a dit, là, non, je n'ai pas été ministre 10 ans. En 5 ans, il a battu le record. 165 ministres à peu près. Non, donc, si mes chiffres sont bons. Non, pour essayer de répondre à votre question. D'abord, quand vous êtes membre d'un gouvernement, il y a une charte gouvernementale qui vous oblige effectivement... Au silence. Pas au silence, disons, à une certaine discipline. D'accord. Ça veut dire quoi? Quand un dossier vient au Conseil des ministres, vous êtes 30 autour de la table. Si même vous êtes 10 à ne pas être d'accord, et que le Conseil tranche de toute façon dans une position, les 10 qui ne sont pas d'accord sont de toute façon obligés d'endosser la décision du gouvernement. C'est ce qu'on appelle un gouvernement. Vous n'allez pas aller sur les plateaux, sur les antennes, commencer à dire oui, on a pris telle décision, mais moi je n'étais pas d'accord. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Un gouvernement, effectivement, c'est une certaine discipline, mais ça ne veut pas dire que c'est la pensée unique. Donc, vous pouvez avoir des nuances. Vous pouvez être écouté, comme vous pouvez ne pas être écouté. Vous donnez des conseils. Vous ne donnez pas des instructions. Vous ne donnez pas des ordres à un chef d'État. Bien loin de là. Et personne n'y pense. Au moment où moi, j'ai commencé à avoir, disons, des différences d'appréciation, ça s'est vu. Peut-être qu'il est loisible aujourd'hui de dire que je suis resté jusqu'au bout. D'ailleurs, j'assume ma responsabilité de l'époque. Mais souvenez-vous que déjà, avant les positionnements pour les élections législatives en 2015, relisez les journaux, vous verrez que j'étais déjà, entre guillemets, en rupture de banc. Et en octobre... Oui, mais vous êtes allé en rupture de banc un peu tard quand même, M. Abimboula. Bien avant, 1 an ou 2 ans avant l'élection présidentielle, vous pensez que c'est tard? Je suis rentré au gouvernement en 2011 et déjà en 2000... Vous avez quand même fait 4 ans. Oui, bien sûr, j'ai fait 4 ans. Oui, voilà. Mais oui, mais... Mais c'est pourquoi 4 ans par rapport à 1 an quand même. 4 ans par rapport à 10 ans? Non, pas 4 ans par rapport à 1 an. Je ne suis pas sorti du gouvernement 1 an avant l'élection présidentielle. J'étais encore au gouvernement et j'avais déjà des nuances. Je ne veux pas en dire plus que ça. Parce que mais qu'est-ce que vous appelez nuances? C'était sur le plan politique ou c'était technique? Mais bien sûr, c'est politique. Je suis chef de parti politique et c'est à ce titre que je suis au gouvernement. Je ne suis pas. Ça peut s'expliquer par un repositionnement. Non, parce que au moment 1 an avant l'élection, souvenez-vous bien, Monsieur Adou, Monsieur Aroncet, 1 an avant l'élection, bien malin qui pouvait savoir que Yahya Boni allait perdre le pouvoir, ou en tout cas le système FCBE, bien malin. Et la preuve, c'est que jusqu'à la veille, jusqu'à 1 mois, jusqu'à 1 semaine. Il y a beaucoup de gens qui, durs comme fer, étaient persuadés que c'est le système qui allait... Parce que vous entreteniez le bruit. Plus le bruit que la réalité, les résultats finalement. C'est qui vous? Je n'en sais rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi... Vous étiez dans le système Non, ce que je veux vous dire, c'est que on n'a pas, dès 2011, on n'était pas en campagne électorale pour 2015 ou pour 2016. Dès 2011, nous avons travaillé pour le développement. Au moment où nous sommes rentrés dans l'agenda politique, j'ai fait connaître mes nuances sur le plan politique. Eh bien, mais je ne pouvais pas aller, en tant que membre du gouvernement ou du système, je ne pouvais m'expliquer. Non, je ne pouvais m'expliquer qu'en interne. Parce que vous savez, quand vous êtes membre d'un gouvernement, ce n'est pas à vous d'aller à la télé ou à la radio pour commencer à dire une obligation de réserve. C'est ce que je vous disais. Mais en revanche, quand, disons, vous avez vu qu'il a commencé à y avoir des problèmes entre le petit ministre que j'étais et le chef du gouvernement, mais vous ne m'avez pas invité ici pour que je m'explique. Vous ne serez jamais venu de toute la façon. Ah ben, peut-être que je serai venu. La preuve, c'est que peut-être que je serai venu. La preuve, c'est que en octobre 2015, j'ai fait un congrès de mon parti où je suis sûr que si vous regardez bien, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une charge aussi violente, si je puis dire, contre le système qui était le nôtre, contre le régime jusqu'à présent, y compris des opposants. Donc c'est pour vous dire que bien qu'étant du système, j'ai utilisé les marges de manœuvre autant que j'ai pu. Mais je ne renie pas que j'étais du système et j'assume ma part de responsabilité dans ce système-là. Oui, parce que justement, certains parlent d'opportunisme politique, de mouvement, de balancier, puisque vous avez choisi d'appeler à voter, par exemple, Patrice Talon, qu'à quelques heures du second tour, évidemment, pour vous, ils ont tort ou ils n'ont rien compris? Ah non, je ne peux pas dire que des Béninois n'ont rien compris. Ils ne sont pas dans le secret de ce qui se décide dans les chapelles politiques. À partir du moment où ils ne sont pas dans le secret, je ne peux pas leur en vouloir de penser ce qu'ils pensent. D'accord. Et ce que je voudrais vous dire, si vous aviez la possibilité d'inviter le président Talon lui-même,
il vous dirait... Non, il ne viendra pas. Il viendra certainement. Peut-être. Non. Invitez-le, essayez. C'est pas sûr. Essayez. Il vous dirait peut-être qui sont ceux qui étaient avec lui et qui sont ceux qui ont été des opportunistes. Je me retrouve pas dans les opportunistes. Ce que je peux vous dire... Qu'est-ce que vous voulez dire? On doit vous soupçonner de nourrir déjà la chapelle Talon de l'intérieur de l'intérieur des FCBE? Mais vous aviez une opposition interne et vous aviez une opposition externe. Oui, il y a rien de... disons, c'est pas un secret. Donc vous assumez? Mais bien sûr, j'assume. C'est connu. Et dites-nous, Jean-Michel Abimbola, vous êtes soupçonné d'être un de ceux-là qui aurait été torturé par Boni Yayi. Pour vous, ce parcours avec Boni Yayi, c'était plus de la souffrance que... Torture morale, vous voulez dire? Torture morale, bien entendu. Enfin, je suis rassuré. Oui, c'était plus la torture que la joie, ce qui explique d'ailleurs que vous ayez sauté si rapidement et si vite auprès de Talon. Je ne sais pas. En tout cas, c'était si difficile de travailler avec Boni Yayi? Pour moi, c'était un honneur de servir mon pays. Et, mais quelle était la dose de souffrance aussi, parlant d'Abimbola? Mais écoutez, à partir du moment où vous avez une charge, ça s'appelle une charge. Une charge, si ça s'appelait pas si c'était facile, s'il n'y avait pas de souffrance, ça s'appellerait pas une charge. Ça pesait pas si lourd sur tous les ministres? Mais non, mais une charge pèse dans tous les cas. Peut-être que, regardez, moi, peut-être que je ne suis pas suffisamment costaud, mais il y en a qui sont plus costauds que moi. Donc, mais c'est une charge dans tous les cas et ça pèse. Mais je peux vous dire que pour moi, c'était un honneur, un véritable honneur de servir mon pays. Et je voudrais remercier malgré tout les Béninois, même ceux qui pensent qu'effectivement, disons, mon jeu n'était pas clair. Je voudrais, disons, les prier de me croire. J'ai essayé de servir le plus honnêtement possible mon pays. J'ai essayé, disons, de mettre en avant l'intérêt général. J'ai essayé, disons, de ne pas me prendre les pieds, disons, dans malheureusement tous les pièges généralement qu'on peut... il y a des pièges. Et la preuve, c'est que tout le monde ne sort pas indemne d'un gouvernement. Je suis sûr que vous-même aujourd'hui, vous pouvez citer le nom des gens qui ont été plus ou moins, disons, concernés par des dossiers plus ou moins clairs. J'ai essayé d'être le plus honnête possible avec les Béninois et le Bénin, et j'ai fait le travail qui était le mien aux Béninois d'en juger. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec Boni Yayi? Mais le chef de l'État béninois, Boni Yayi... L'ancien. Non, mais bien sûr, mais il garde ce titre-là à vie. Comme moi, vous m'appelez ministre... On peut le confondre avec Patrice Talon. Non, j'ai dit le chef de l'État, Yayi Boni. Si je dis le chef de l'État, Patrice Talon, disons, je parle du président actuel. Donc, il a été pour moi un leader politique qui m'a permis effectivement de servir mon pays. Donc, à ce titre, je lui dois une admiration et une reconnaissance. Mais maintenant, dans la gouvernance et dans les options politiques, il y avait des nuances. Ces nuances-là, je pense que tout le monde a su, à un moment donné, que Jean-Michel Abimbola n'était plus en droite ligne. Alors, ça fait 5 minutes que vous parlez quand même de petits désaccords, je mets ça comme ça en griffe, de choses qui ne vous semblaient plus cohérentes ou normales. Est-ce que vous pouvez en citer un ou deux, ou une ou deux choses comme ça qui vraiment pour vous étaient insoutenables alors que vous étiez dans cette équipe? Alors, je vais faire référence au congrès du RND d'octobre 2015. J'ai dit par exemple qu'il y avait une gouvernance qui tendait, politique, à diviser le pays. J'ai dit par exemple, disons qu'il y avait... Vous parlez là clairement de régionalisme. En tout cas, parce que ce mot fait peur aux gens, pourtant c'est une réalité. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'émeut à dire c'est un mot qui est dit dans le dictionnaire. On ne devrait pas s'en émouvoir. C'était un fait que sous Boni Yayi, le régionalisme avait pris du galon. Pourquoi est-ce que vous, les hommes politiques, vous avez peur de dire ça? Vous faites avec la réalité. Parce que c'était un fait que le régionalisme avait pris du galon sous Boni Yayi. Tout le monde en convient, vous non. C'est votre appréciation. Non, moi, vous n'en convenez pas, Jean-Michel Abimbola. Je l'ai dénoncé. D'accord. Je l'ai dénoncé alors, lors de mon congrès. Ne faites pas, ne jouez pas avec les mots. Ce que vous dites là, c'était un euphémisme. Non, mais moi, je suis un homme politique. Si je ne joue pas avec les mots, vous voulez que je joue avec quoi? Un ballon? Je ne suis pas footballeur. Tout le monde ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Mais allez-y directement. Heureusement que le régionalisme était un fait. Dites-le, monsieur Abimbola. Pourquoi ça vous heurte autant? Non, je ne peux pas le dire. Ça, c'est l'appréciation du journaliste. Ah bon, d'accord. Mais je pense que le Bénin... Parce que vous n'étiez pas dans le pays à l'époque. Je n'étais pas journaliste. Deuxième désaccord. Oui. Alors, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple, j'ai estimé qu'à un moment, disons, on bâillonnait les partis politiques.
Comment ça? On ne permettait pas. Dans FCBE, nous étions 83 partis politiques. D'accord. Je suis sûr qu'à la fin, peu de gens savaient qu'il y avait 83 nuances au sein de FCBE. C'était pas un parti. Parce doit être qu'il difficile. fallait que l'alliance de l'ensemble partis. vive, non? Non, mais bien sûr, l'ensemble peut vivre, mais ça ne veut pas dire que moi, Jean-Michel Abimbola, en tant que membre de FCBE, je n'avais pas le droit de réunir mon congrès de mon parti. Il en est de même pour les autres. Il y avait ce bâillonnement. D'accord. Les partis ne vivaient plus. Donc la vie politique et intellectuelle était sclérosée. Comment Donc, ça là, également, fonctionne? On vous empêchait d'aller parler? Parce que ici, quand même, Vigile, on s'en souvient, on a invité beaucoup d'acteurs FCBE, mais qui ne viennent jamais, qui déclinent l'offre, ou bien qui vous lâchent à la dernière minute, posant des problèmes comme ça. Mais c'est bien la preuve qu'il y avait un problème. Parce que s'il était, disons, facile de s'exprimer à l'époque, les gens viendraient. Je pense qu'avec beaucoup de plaisir qu'on partage votre compagnie. Ça veut dire qu'il y avait une difficulté. Moi, à l'époque, en tant que ministre, je ne pouvais pas effectivement venir librement. Ça voudrait dire qu'il y avait un casus belli par rapport au contrat que j'avais avec le chef de l'État. Donc voilà une autre chose qui me gênait. Au niveau également de la gouvernance, nous affichions une volonté effectivement de lutter contre la corruption, mais il y avait de plus en plus de dossiers. Disons, ces dossiers-là n'ont pas été jusqu'à présent, prouvés. Mais il y avait trop de soupçons, donc ça rejaillissait sur chacun de nous. Donc je pourrais démultiplier les exemples. Le chef de l'État, désolé de m'y accrocher, Boni Yayi, la dernière fois vous l'avez appelé, c'était quand? Mais moi j'ai quitté FCBE depuis longtemps, Et officiellement, depuis vous l'avez plus démissionné. appelé, ne vous a plus appelé? Mais je n'ai pas à l'appeler. Mais si le chef de l'État, Boni Yayi, a besoin de moi, s'il m'appelle, je répondrai, bien évidemment. Vous n'êtes pas fâché quand même? Non, mais Avec le chef je de suis l'État, politiquement fâché, mais En fait, humainement tirez cette non. conclusion que vous êtes fâché. en Non, mais réalité. je vous dis que politiquement oui, mais humainement non. Bon, politiquement, oui, Voilà. humainement, non. Le grand rendez-vous. Alors, physiquement, par contre, vous êtes à l'Assemblée nationale. En tout cas, vous siégez désormais au nombre des députés favorables aux actions du président Patrice Talon. Alors, combien êtes-vous aujourd'hui à accompagner ce président qui se veut réformateur? À l'Assemblée nationale, je veux dire, quel est le visage de la majorité qui soutient les actions du chef de l'État aujourd'hui? Bon, si je m'attendais à cette question, j'aurais fait la comptabilité. Honnêtement, je n'ai pas fait la comptabilité avant de venir. Mais ce que je peux vous dire, Ça ne promet pas, hein, Non, le mais président réformateur. Il faut faire la comptabilité. Ce que je peux vous dire, c'est pas moi le président. Je suis sûr que le président lui pointe. Moi, je n'ai pas à pointer cela. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, la majorité est à géométrie variable. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fonction des dossiers, vous pouvez avoir une majorité plus ou moins large. Vous avez vu que, par exemple, sur le PPP, encore que ce n'était pas un projet gouvernemental, nous avons eu l'unanimité. Vous avez d'autres dossiers qui sont plus ou moins politiques, où vous pouvez avoir une majorité plus ou moins étriquée ou plus ou moins large. Ce que je veux vous dire pour l'instant, de façon formelle, disons, comme si c'était figé dans le marbre, il n'y a pas, effectivement, encore une majorité disons figée, où je vais vous dire la majorité est de 60 députés, ou de 50 députés, ou de 70 députés. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la majorité n'est pas figée. Je pense que la porte est ouverte, mais le socle, à mon avis, à l'Assemblée nationale, pour soutenir le président Talon, si vous retirez, et encore, je ne sais pas de quel droit je pourrais les retirer, les 29 députés FCBE, le reste, grosso modo, à une ou deux unités près, vous pouvez considérer que c'est la majorité présidentielle. Encore qu'au sein des 29 FCBE. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas de quel droit je pourrais les Tout retirer. le monde ne dit pas la même chose. Il a d'autres qui Exactement. ont déjà vendu leur carte depuis. Non, j'en sais rien. Je ne suis pas dans ce marché Vendu des... les cartes à qui? À je qui? suis- À qui? Je ne fréquente pas ce marché. Justement, Jean-Michel Abimbola, Oui. dans une telle assemblée avec un président réformateur pour des réformes qui vont inévitablement passer par l'Assemblée nationale, apparemment ça ne promet pas. Mais qu'il y ait une majorité, c'est une bonne chose. Les réformes vont passer plus facilement. La majorité c'est 42, la majorité qui vit au quotidien à l'Assemblée c'est 42. Oui. Et la majorité extraordinaire qui vote Oui, qui les réformes, enclenche les réformes, c'est c'est bien pas plus. 42, c'est bien plus. Mais justement, donc ça Alors veut si dire... vous ne tenez pas Tant une mieux. comptabilité, comment comptez-vous aboutir aux réformes? Parce que la question qu'on vous pose là, Oui, ça Jean-Michel devait être une Abimbola, évidence ça- à l'Assemblée. Ça fait là, le troisième, le quatrième député, Le quatrième, oui. le quatrième député que nous recevons ici, à Oui. qui nous posons la même question, mais aucun de vous Je crois que n'a rien répondre à la crois- question. Non, si vous voulez, je viens de vous répondre, j'ai essayé d'être clair. Je vous ai dit que pour l'instant, cette majorité est à géométrie variable. D'accord. Elle est plus ou moins large. La première des choses d'abord, c'est de constater qu'il y a une majorité. C'est une majorité à la carte. C'est ça?
Si vous voulez, je pense que si vous voulez. Aujourd'hui, et je vous ai dit également que si vous retirez, grosso modo, oui, j'ai nuancé en disant je ne sais pas de quel droit je pourrais les retirer. Si vous retirez, grosso modo, une trentaine de députés sur 83, vous avez déjà un socle d'au moins 50. Vous l'avez dit vous-même, et j'en conviens, de quel droit je peux retirer les 29 FCBE et peut-être un autre député. Donc ça veut dire que nous sommes probablement à plus de 60. La majorité, pour pouvoir faire les réformes, si vous parlez des réformes politiques et institutionnelles, c'est une majorité qualifiée. Ça dépend, ça peut être les 2 tiers, ça peut être les 3 quarts, ça peut être les 4 cinquièmes. Donc, ça dépend. Donc, vous voyez que c'est réellement à la carte. Donc, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le président Talon a une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, dans cette majorité où vous officiez, quelle appréciation faites-vous de la gouvernance du président Talon? Vous soutenez l'action Bien sûr. 6 mois. Bien sûr. Quel regard portez-vous sur ce qu'il est en train de faire? Et sa démarche, sa méthode, son approche des questions qui préoccupent les Béninois? Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que 6 mois, c'est long, mais 6 mois, c'est court réellement pour pouvoir juger l'action d'un gouvernement. Mais on a suffisamment d'éléments pour pouvoir donner un début d'appréciation. On peut apprécier au moins la trajectoire. Absolument. Où est-ce qu'elle nous mène? Absolument. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que, en ce qui concerne la gouvernance, la méthode, évidemment, sa méthode est radicalement différente de celle que nous avons connue précédemment. Vous auriez aimé appartenir à ce gouvernement plutôt? Non, pourquoi? Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air malheureux à l'Assemblée? Non, vous avez je suis très bien. d'ordre là. Vous auriez aimé appartenir au Non, gouvernement. j'ai pas dit qu'il y a plus d'ordre. J'ai dit que... c'est différent. Vous voyez, c'est vous qui lisez vous lisez dans mes pensées ou c'est ce que vous pensez. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que avant nous étions dans l'hyper-communication et l'hyper-présidence. Aujourd'hui, nous sommes dans peut-être l'hypo-communication, c'est également peut-être exagéré dans l'autre sens, et on était dans une gouvernance émotionnelle également. Il était un homme d'émotion. Certainement. Voilà. Donc maintenant, nous sommes effectivement dans un autre style. Ça, c'est la première chose qu'il faut reconnaître. D'accord. La deuxième chose, c'est que avant, nous avions affaire à un homme politique. Boni Yayi, même s'il n'était pas un homme politique au départ, il est politique jusqu'au bout des ongles, parce qu'il veut coller nécessairement, disons, aux populations. Il veut faire plaisir aux populations. Il veut aller dans le sens, disons, de la veuve de l'orphelin. Est-ce que c'est pas un populiste de tout court? Oui, mais c'est vous qui qualifiez ça comme ça. Non, le populisme, c'est quand même de la politique. Bon, d'accord. Bon, donc okay, alors qu'aujourd'hui, vous le nous avons affaire. Comment quand vous étiez avec lui, vous le qualifiez comment? Mais je viens de le qualifier. Comment le perceviez-vous quand vous travaillez avec lui? Mais je viens de le qualifier. Je vous ai dit que c'était un homme sensible et extrêmement politique. Mais certains le trouvent un personnage théâtral qui réussirait bien à faire rire les gens. Mais vous aussi et moi aussi. Mais je vous en prie, soyons sérieux. J'ai beaucoup de respect pour le président Boni Yayi. Comme j'ai beaucoup de respect. Nous aussi, d'ailleurs, il a été président 10 ans. Comme j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble des chefs. Comme beaucoup de respect pour les chefs d'État qui ont eu l'honneur de diriger les 10 millions de Béninois que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Donc je ne peux pas venir ici et essayer de ridiculiser le président Boni Yayi. Certainement pas. Ça ne viendra pas de moi. Pas de vous amener donc, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les styles sont différents. Oui. Et aujourd'hui, le président Talon, lui, c'est un chef d'entreprise. C'est un capitaine d'industrie. C'est quelqu'un qui va vite et qui tranche. C'est quelqu'un qui a dit, je ne ferai qu'un seul mandat. À partir du moment où il ne fait qu'un seul mandat, ça veut dire que le temps court beaucoup plus vite. Vous vous rendez compte que sur les 5 ans qui veut passer, il a déjà consommé à peu près 6 mois. Donc ça veut dire que le temps, c'est une course contre la montre pour lui. La chance qu'il a également, c'est qu'il n'y a pas d'élection intermédiaire avant 2019. Donc ça, il ne sera pas, entre guillemets, pollué par, disons, toute l'ambiance exactement et électorale. Donc il peut avancer. Et c'est pour ça qu'il avance. Et c'est pour ça que dans cette gouvernance, je l'ai déjà dit quelque part, sur une antenne, il va vite, il veut aller vite, il ne veut pas perdre de temps. Donc parfois, on a l'impression qu'il y a un peu de brutalité, qu'il nous prend de façon brutale, les Béninois, parce qu'il n'y a pas suffisamment de préparation. Vous savez, il n'y a pas suffisamment d'explications avant, il n'y a pas suffisamment de préliminaires, si je puis effectivement m'exprimer ainsi. Donc il va au fait, et évidemment, à partir du moment où nous n'avons pas été préparés, nous sommes un peu choqués
on a l'impression que c'est un peu brutal. Après, le gouvernement essaye de s'expliquer. Donc voilà, par exemple, une appréciation que je peux faire de la gouvernance actuelle. Très bien. Alors, le président porte un certain nombre de réformes qui lui tiennent à cœur. Quel regard portez-vous sur celles qui sont déjà entreprises? Il y a eu beaucoup de remous. Et ce qui est charmant chez les Béninois, c'est qu'un président annonce qu'il veut faire des réformes. Vous l'avez élu, il commence par faire les réformes. Mais les réformes n'ont jamais été acceptées de façon unanime dans aucun pays. Donc c'est normal que les réformes rebutent certains dont les intérêts sont bousculés, etc. Mais vous, quel regard jetez-vous sur les réformes qui ont commencé par, je ne parle pas des réformes institutionnelles et politiques, mais les petites, certains parleraient de réformettes dans certains secteurs, par exemple le dossier de l'université, par exemple, ces petites choses qui sont faites. Comment appréhendez-vous ce qui est fait? Oui, vous avez raison. Une fois encore, je voudrais répéter que le gouvernement du président Talon est là pour faire des réformes dans tous les secteurs. Il y a des réformes qui normalement nécessitent beaucoup de préparation. Je peux vous assurer que pour avoir été le ministre de l'économie maritime à une certaine époque, je peux vous assurer que si vous ne préparez pas bien une réforme, vous ne prenez pas le temps, disons, d'expliquer à ceux qui seront impactés, vous ne prenez pas le temps, disons, de permettre aux gens de s'en imprégner, ça a beau être la meilleure réforme du monde, ce sera un échec. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la méthode semble brutale, mais est la conséquence du fait que le gouvernement a besoin d'aller vite, parce que le gouvernement n'a que 5 ans. Et encore, sur les 5 ans, vous avez peut-être 6 mois avant, le temps de prendre les dossiers, et 6 mois vers la fin qui sont gâchés. Donc peut-être il y a 4 ans pour réaliser cette révolution. Ça met la pression, disons, en termes de temps sur le chef de l'État et sur le gouvernement. Donc ça brutalise un peu. Une réforme, ce n'est jamais simple. Et vous avez parlé effectivement au niveau de l'université, et je pense que vous faites allusion notamment à la carte universitaire. Par exemple. Mais qu'on veuille réformer la carte universitaire, personne n'est contre. Mais pour que nous puissions accepter la réforme de la carte universitaire, encore faut-il qu'on comprenne les objectifs. Encore faut-il, disons, que ce soit cohérent. Encore faut-il, disons, ne pas donner l'impression de détruire ce qui a existé, disons, que ce soit bon ou mauvais. Donc nous avons besoin de discernement. Et quand nous n'avons pas l'impression, disons, que ce discernement existe, c'est normal que nous nous posions des questions. Mais le gouvernement gouverne. Le gouvernement prend ses responsabilités. Que les députés soient d'accord ou pas, que le peuple soit d'accord ou pas, le gouvernement, la Constitution donne les armes au gouvernement de passer. Le gouvernement est passé, le gouvernement assume. Donc ça, la nécessité de réforme, c'est clair. Il faut réformer notre pays, qui est déjà bloqué alors que c'est un pays jeune. Notre démocratie est bloquée alors que c'est une jeune démocratie. Mais ça, c'est la première des choses. Mais on a la nécessité également de faire en sorte que le maximum de gens puissent adhérer à ces réformes, puissent accompagner le gouvernement. Et nous qui disons que nous soutenons le gouvernement, nous avons besoin de comprendre mieux pour pouvoir mieux expliquer à nos populations. Voilà ce que je pourrais dire. Le grand rendez-vous. Alors, nous avons parlé de tous ces députés qui soutiennent l'action du président. Certainement que tous ces députés ont voté la loi sur le partenariat public-privé. D'abord, expliquez-nous que contient cette fameuse loi sur le PPP. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord expliquer que cette loi a été votée à l'unanimité. C'est la loi 2016-24 du 11 octobre 2016. C'est une loi qui aujourd'hui vient enrichir les dispositifs et l'arsenal juridique que nous avons dans notre pays pour pouvoir capter les investissements et pour pouvoir permettre au gouvernement de mettre en œuvre une politique ambitieuse pour développer notre pays. Avant d'avancer, quelle est la nuance il y a à faire entre une loi PPP et le BOT? Non, le BOT, qui est de l'anglais, ça veut dire Build, Operate and Transfer. Donc, c'est une forme de PPP. Donc, si on dit la loi PPP, dans la loi PPP, vous avez peut-être 10, 20, 40 différentes formes de PPP. Le BOT est l'une des formes de PPP. Donc, par le passé, on a failli faire passer une loi sur les BOT. Ça aurait été, disons, très étroit. Oui, exactement. Trop étroit.
Donc la loi que nous avons aujourd'hui permet vraiment de pouvoir avoir tout l'arsenal à la disposition de notre pays, à la disposition du gouvernement. Donc je disais donc, quel est l'intérêt d'avoir une telle loi? Un pays tel que le Bénin, comme la plupart des pays d'ailleurs, a besoin, disons, d'investissements massifs en termes d'investissements routiers, en termes d'investissements dans les infrastructures sanitaires, énergétiques, l'adduction d'eau, etc., touristique, etc., etc. C'est beaucoup d'argent. Le gouvernement de notre pays n'a pas ces moyens-là. Si vous prenez, disons, 100 francs de recettes au Bénin, sur 100 francs de recettes, vous avez à peu près 45 à 50 francs déjà, ne serait-ce que pour payer les salaires. À peu près un peu moins de 100 000 fonctionnaires consomment à peu près 45 à 50% des recettes du pays. Si vous payez le service de la dette, si vous payez les autres frais de fonctionnement, il ne reste dans notre pays que 20 francs sur les 100 francs. Ces 20 francs ne suffisent pas pour faire les investissements et surtout pour préparer l'avenir. Parce qu'il faut au minimum 30 francs à 35 francs pour pouvoir avoir le minimum pour, en termes d'infrastructure, d'accompagnement du développement. Donc le gouvernement étant contraint, le gouvernement doit trouver d'autres solutions. Des ressources additionnelles. Oui, en tout cas d'autres types de financement, d'autres types de ressources. Avant, nous avions l'habitude, effectivement, au-delà de nos recettes, impôts, douanes et également, disons, les autres recettes, par exemple le trésor, etc., nous avions l'habitude d'aller vers les partenaires techniques et financiers. Nous pouvions aller vers l'Union européenne, nous pouvons aller vers, que sais-je, enfin, je ne vais pas les citer tous ici, mais ces pays-là également ont des difficultés. Ces pays également ont de nouvelles priorités. Vous aviez des ressources concessionnelles qui existaient. Les ressources concessionnelles se sont complètement asséchées. Donc aujourd'hui, un pays comme le Bénin n'a plus tellement beaucoup de possibilités d'aller mobiliser des ressources. Alors il faut nécessairement donner au gouvernement les moyens d'aller chercher des ressources là où il y en a. Vous avez des bailleurs privés, vous avez des sociétés, des multinationales qui ont les moyens et qui peuvent venir faire à votre place, un peu du faire-faire, mais qui ne peuvent venir qu'à partir du moment où vous avez un cadre juridique suffisamment rassurant, suffisamment protecteur. Donc c'est ça qui manquait dans l'arsenal au Bénin. Et cette loi nous apporte cela maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un partenaire privé, c'est-à-dire une entreprise, peut venir et être rassuré de dire, ah oui, si au Bénin je viens construire une autoroute, si je viens construire un hôpital, eh bien on ne va pas m'exproprier de n'importe quelle façon, on ne va pas réquisitionner mon bien de n'importe quelle façon, il n'y a pas une insécurité juridique, je peux venir. Donc le contrat PPP, en réalité, c'est quoi? C'est un contrat par lequel l'État, au sens large, disons, on va dire la personne publique, donne à une personne privée, donc une personne morale privée, un contrat de construction, de transformation, de maintenance, d'exploitation d'ouvrages qui, normalement, sont des ouvrages qui vont rentrer dans le cadre du service public. Et donc, ce partenaire privé va financer tout ou partie de ces ouvrages. Et effectivement, va se faire rembourser ou par l'État ou par les usagers qui vont utiliser ces infrastructures ou ces ouvrages. Donc c'est ce contrat-là, pour faire simple, qu'on appelle contrat de partenariat public-privé. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir dedans, c'est qu'il y a une personne publique, donc on va dire l'État, et il y a une personne privée, donc un opérateur économique, donc personne morale quand même, c'est pas une personne physique, qui contracte. Et il contracte, il y a des risques de part et d'autre. Il y a un risque pour l'État, il y a un risque pour la personne privée. Donc c'est le partage des risques également qui fait la spécificité du partenariat public-privé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez un contrat de concession à proprement parler, stricto sensu, n'est pas un contrat de PPP, mais c'est un contrat de concession. Si vous prenez un contrat de service quelconque, ce n'est pas un contrat de partenariat public-privé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute relation entre l'État
et le secteur privé ne s'appelle pas contrat de partenariat public-privé. Même Alors, si effectivement alors, c'est des relations. Ce que vous expliquez là, c'est très technique pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas peut-être. Prenons un exemple concret. Nous avons des problèmes d'énergie électrique dans le pays. Le gouvernement se propose, par exemple, comme on l'a vu au Sénégal, de s'investir dans l'énergie solaire. Et il y a des partenaires qui se proposent de venir bâti sur place pour nous une grosse centrale solaire. Comment ça va fonctionner si on doit utiliser cette loi? C'est un très bel exemple et c'est un exemple d'autant plus pertinent que c'est l'actualité puisque le deuxième compact du MCA est, disons, quasi exclusivement, même exclusivement sur l'énergie. Sur l'énergie et notamment l'énergie renouvelable. Donc vous avez vraiment pris l'exemple pertinent et vous voyez, je suis heureux d'être avec des journalistes aussi pertinents que vous. Oh là là. Je voudrais vous dire, Monsieur Adou, que le cas que vous avez pris va être une réalité bientôt. Donc le partenaire privé va négocier avec l'État béninois. Il y aura un contrat pour dire nous allons installer une centrale solaire. Cette centrale solaire, si nous finissons de la construire, ou nous la transférons à l'État, et l'État se charge effectivement de la gérer et de distribuer l'énergie, c'est une forme de partenariat public-privé, ou nous finissons de la construire, nous l'exploitons, et donc c'est nous qui sommes les opérateurs qui allons distribuer cette énergie, et nous sommes payés par les usagers, c'est-à-dire vous et moi, à travers nos factures. C'est une forme de partenariat public-privé. Ou encore, disons, nous le construisons, nous l'exploitons, un certain temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et après nous retransférons dans le patrimoine national pour l'État. C'est encore une forme de partenariat public-privé. On peut prendre cet exemple également pour une autoroute. Le partenaire privé va venir construire une autoroute. Cette autoroute où elle est transférée directement, donc l'État paye tous les temps pour amortir l'investissement du partenaire privé, ou à travers les péages, les usagers payent sur une durée de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour que le partenaire privé puisse récupérer ses fonds. Donc c'est ça qu'on appelle concrètement le partenariat public-privé. Expliqué comme ça, il y a des domaines qui vont souffrir, enfin, où on n'aura pas assez d'investissement de PPP. Les domaines comme les écoles, par exemple, les hôpitaux. Quel intérêt ils ont à investir? Non, il peut y avoir, c'est pour ça, vous avez vu, je vous ai dit, ou c'est l'usager qui paye, ou c'est l'État qui paye. Donc, imaginons que l'État décide de faire construire des écoles ou des hôpitaux qui sont peut-être pas forcément rentables par PPP. Le partenaire privé, donc finance, construit et après peut exploiter, enfin quand il s'agit d'un hôpital, mais quand il s'agit d'une école par exemple, une fois qu'ils ont fini de construire, ils transfèrent donc à l'État qui rembourse progressivement ce partenaire privé. Donc c'est du PPP. Donc dans tous les cas, le partenaire privé, lui, ne perdra pas d'argent. Enfin, il n'est pas supposé perdre de l'argent. Exactement. Alors, à votre avis, puisque vous avez travaillé assidûment pour le vote de cette loi, quelles en sont les limites ou bien c'est une loi parfaite? Non, il n'y a pas de loi parfaite. D'abord parce que, disons, la loi est faite par les hommes et elle sera appliquée par des hommes. À partir du moment où on voit la finitude de l'homme, donc il est bien évident qu'il doit y avoir des limites. Mais de façon générale, une loi, le partenariat public-privé, comporte beaucoup de risques. Pour un pays, le risque, c'est le risque de surendettement. Vous avez des pays où, effectivement, à travers le partenariat public-privé, un ouvrage qui devait coûter peut-être 10 milliards, par arrangement quelconque, disons, a été facturé peut-être 20 milliards. Donc vous voyez que la charge est beaucoup plus lourde. Vous avez donc ce risque-là. Vous avez le risque effectivement d'un surendettement tel que vous avez des fonds vautours. Vous en avez certainement entendu parler dans les pays d'Amérique latine où le partenaire privé, disons, a une telle, comment dirais-je, un tel crédit, disons, vous avez une telle dette vis-à-vis du partenaire privé que ce partenaire privé à un moment donné vend ça à des fonds qu'on appelle des fonds vautours qui maintenant intime l'ordre au pays de rembourser. Bon, donc, et mettre sous pression. Et mettre sous pression, ils peuvent ruiner un pays. Bon. Donc, ce risque existe dans le PPP. Vous avez également dans le PPP le risque de blanchiment d'argent. Dans le PPP, vous avez le risque de corruption. Bon. Donc, je ne parle pas du PPP tel que nous l'avons fait au Bénin, mais c'est les risques généraux des PPP. Mais est-ce que vous avez nous avons essayé justement dans la loi, très bien, dans la loi béninoise, qui est, à ma connaissance, à ce jour, la dernière loi
voté sur le PPP, disons... Évidemment. Oui, bien sûr. Donc, vous pensez bien que nous avons essayé de vous inspirer de ce que les de nous enfants inspirer et d'éviter les écueils. Dans cette loi, il y a des innovations. Une des innovations, par exemple, c'est que nous avons impliqué le Parlement. Parce que le PPP, c'est également une façon pour l'exécutif d'éviter les lourdeurs, d'éviter toutes les formalités et d'éviter, entre guillemets, le contrôle parlementaire. Eh bien, nous avons mis dans cette loi la nécessité pour l'exécutif d'informer le Parlement du catalogue. Il y a ce qu'on appelle un catalogue de projets que le gouvernement doit avoir. Il y a donc une obligation d'informer le Parlement. La forme atténuée de la proposition du député Barthélemy Kassa, qui avait parlé plutôt d'une forme de ratification, bon, qui couvrait... Non, ça n'existe pas. Bon, je vais y revenir. Donc, vous avez d'abord donc l'information du Parlement. Après, on a également mis dans la loi l'obligation pour l'exécutif d'envoyer sous 30 jours tout contrat de partenariat public-privé signé au Parlement, à l'Assemblée. Au Parlement, pour que les députés puissent effectivement dépouiller et puissent jouer leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Mais le contrat pour revenir, signé. Oui, bien sûr, mais on a été informé en amont pour dire qu'il va y avoir tel projet, et on est après informé en aval pour dire voici le contrat tel que signé. Je pense que c'est... Est-ce que vous avez la possibilité... Les lois, vous verrez que c'est la meilleure formule que nous avons trouvée. D'accord, mais si par exemple le gouvernement se versait dans des travers ou bien il y avait manifestement corruption dans un projet, dans un tel projet ou dans une histoire comme ça, de quel pouvoir disposent les députés pour amener le gouvernement de sombrer? D'abord, le Parlement peut interpeller le gouvernement à tout moment. Le Parlement peut mettre en place des commissions d'enquête parlementaire. Il y a un arsenal, c'est notre constitution. Oui, mais puisque le contrat est déjà signé. Non, mais je vous ai dit d'abord qu'il y a l'amont et il y a l'aval. Imaginons que c'est pas parce qu'un contrat est signé qu'on a escroqué l'État. Vous me comprenez bien. Donc le contrat, une fois que le contrat a été signé, conformément à la loi, les députés, peuvent vérifier que le contrat est conforme à la loi. Si le contrat n'est pas conforme à la loi, on peut casser le contrat. Si le contrat est conforme à la loi, ça nous permet de faire la veille et d'éviter effectivement qu'il y ait, des entourloupes, à notre peuple. Tout Casser simplement. le contrat avec ses conséquences. Mais la loi prévoit des modes de résiliation du contrat. Tout à fait. Alors, il se dit, Jean-Michel Abimbola, il se dit que cette loi permettra au gouvernement de mobiliser plus facilement les ressources, vous l'avez déjà dit, pour le budget de l'État. Est-ce que vous voulez expliquer sommairement le mécanisme qui peut lui permettre d'y parvenir? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord préciser, pour ne pas commettre d'erreurs techniques, que le partenariat public-privé ne transparaît pas dans le budget. D'accord? C'est un outil, si je puis me permettre, hors budget. Un peu comme les ratifications. Non, les ratifications peuvent être dans le budget. Peuvent être dans le budget. On peut compter là-dessus. Exactement. Bon, mais le PPP, dans tous les cas, n'est pas dans le budget. D'accord. Ça veut dire quoi? Le gouvernement est en train, dans l'avant-projet de loi des finances qui nous est envoyé, le gouvernement prévoit pour 2017 2010 milliards de francs CFA. Sur les 2010 milliards de francs CFA, vous avez à peu près 1000 milliards de ressources internes, c'est-à-dire la douane, les impôts, etc. Le Bénin peut mobiliser 1000 milliards, avec les dons et autres. Tout ce qu'on peut ramasser là, c'est 1000 milliards. Après, vous avez donc un gap de 1010 milliards, ou 1080 milliards pour être précis, s'il faut prendre les chiffres. Ces 1080 milliards, le gouvernement va aller les mobiliser auprès des PTF. Donc, et c'est comme ça qu'on boucle le budget. Maintenant, le PPP va servir à quoi? Le PPP va servir, au-delà des 2010 milliards, d'aller mobiliser d'autres ressources pour pouvoir appuyer, pour pouvoir avancer dans les infrastructures. Construire d'autres infrastructures non prévues dans le budget. Non prévues dans le budget, mais qui existent à travers le programme d'action du gouvernement, qui sera publié bientôt, et qui sera également publié à travers le catalogue de projets du gouvernement. Très bien, mais ce chiffre, justement, Jean-Michel Abimbola, ce chiffre dresse les cheveux sur la tête de plusieurs de nos concitoyens. De plaisir, j'espère, ou de bonheur. Enfin, je n'en sais rien, il fait douter bien des analyses dans les médias. Quelle est votre appréciation d'abord de ce budget? C'est la première fois que le budget du Bénin monte si haut. Modiaï nous avait
proposé ici des budgets allant jusqu'à 1500 milliards, me semble-t-il. Si vous permettez, pour qu'on ne s'éloigne pas donc des PPP, quelle est la relation qu'il faut faire entre cette loi-là qui est votée, et tout le bonheur qui s'annonce derrière, et ce qui a été fait à Paris? Je veux parler de la table ronde économique, les 6 000 milliards de francs CFA qu'aurait mobilisé Boni Yayi à l'époque. Oui. S'il y a une limite à l'époque à cette table ronde, et surtout après à la mise en œuvre, à la concrétisation, à l'opérationnalisation, c'est justement le fait qu'il n'y avait pas une loi. Parce que l'investisseur privé qui veut venir, s'il n'a pas cette loi-là, il ne vient pas. Vous savez, quand nous avons été pour la table ronde, j'y étais, en tant que membre du gouvernement. Je portais justement le projet Route des Pêches, entre autres. Il y avait un certain nombre de projets phares. Il y avait par exemple un projet d'hôpital de référence. Mais l'hôpital de référence, c'est peut-être entre 50 et 100 milliards de francs CFA. Ou peut-être on peut même aller au-delà de 100 milliards de francs CFA. Vous voyez, quelqu'un du secteur privé venir mettre 100 milliards de francs CFA sans aucune garantie? Il n'y avait pas une loi. Donc les gens ont dit oui, les intentions étaient bonnes, en disant nous souhaiterions venir au Bénin pour pouvoir faire cet hôpital de référence. Mais si après on ne leur montre pas qu'il y a une loi qui les protège, ils ne viendront pas. Et ça, vous aurez dû le faire avant d'aller à Paris? Probablement. Et il y a eu des tentatives. C'est pour ça que j'ai dit chez un de vos confrères qu'avant qu'il y ait ma proposition de loi, il y a eu la proposition de loi à Kofodi, il y a eu la proposition de loi Vlavonou, et il y a même eu un projet du gouvernement. Aussi. Bon, je ne sais pas si Bada, je ne connais pas ça. C'est possible. BOT, ouais. Bon, donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est pour vous dire que ça fait 10 ans qu'on essaye d'avoir une loi. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, qu'est-ce qui nous a aidés? Ce qui nous a aidés, c'est la méthodologie. C'est la façon dont nous y sommes arrivés. C'est-à-dire que un jour, j'ai appelé pour vous faire des confidences, j'ai appelé le garde des Sceaux en disant, je prépare une proposition de loi sur les partenariats publics-privés. Il m'a dit, le gouvernement aussi réfléchit sur la question. Et nous nous sommes dit, eh bien, mettons-nous ensemble pour faire, disons, une proposition, un projet ou un avant-projet plus élaboré, et qui puisse intégrer, disons, toutes les approches. Donc, il y a eu un comité ad hoc qui a été mis en place par le gouvernement, et il y a eu les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, il y a eu le secteur privé béninois, il y a eu le gouvernement, il y a eu les parlementaires qui ont participé à cela. Après, un avant-projet est sorti, je l'ai repris à mon compte, j'ai remis ce qui me semblait, disons, essentiel avec l'aide des députés. Par exemple, ce débat sur la ratification, donc avec l'information du gouvernement, spontanément, ce n'était pas le souhait du gouvernement. Mais c'est pour vous dire que cette loi, aujourd'hui, c'est une loi équilibrée où nous avons dépouillé, nous avons fait un séminaire à Agoué, vous en avez certainement entendu parler, nous avons fait venir d'éminents consultants qui ont édifié les députés, qui ont expliqué ce qu'on appelle un PPP, qui ont expliqué comment ça fonctionne, pourquoi ça échoue, et nous avons pris toutes les garanties. Donc quand nous sommes arrivés, la loi était mûre, l'avant-projet, je veux dire, la proposition était mûre. Donc ça a permis vraiment d'avoir ce chorus, d'avoir cette unanimité pour le vote de cette loi. Donc c'est une loi majeure finalement. Oui, une loi fondamentale. Une loi si majeure qu'on ne comprendrait pas. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi, après avoir gagné, disons, la charpente politique, les Béninois n'y avaient pas pensé depuis, après 1990, à l'avènement du renouveau démocratique. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on sent la nécessité, l'extrême nécessité de nous doter de cette loi, même si c'est depuis 10 ans? Vous avez raison, ça fait longtemps qu'on en parle, je vous l'ai dit. La deuxième chose que je voudrais vous dire, avant vous aviez d'autres types de ressources qui faisaient que ce n'était pas si criard, le fait qu'il y ait le fait que cette loi n'existe pas. Puisque nous avions des ressources concessionnelles. Nous avons les partenaires techniques et financiers qui nous venaient abondamment en aide. Et nos ambitions, entre guillemets, étaient limitées. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour revenir sur le budget, vous verrez le lien, vous savez qu'en 2016, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est près de 6 000 milliards. Le budget du Sénégal, c'est plus de 3 000 milliards. Donc, que le Bénin était continue de rester à 750 millions, c'est ridicule. Entre 1000 et 1500, vous voyez que nous sommes loin du compte. Donc aujourd'hui, même avec 2000 milliards, c'est vrai que ça allait d'être un chiffre monstrueux, tout le monde s'affole, mais nous sommes loin du compte.
nous sommes loin du compte. Si vous nous... C'est à notre taille. Non, nous ne sommes pas un petit pays. On devrait être plus ambitieux, vous voulez dire. Vous avez un pays comme le Togo, le budget 2016 du Togo, c'est à peine 1000 milliards. Un peu moins, juste un peu, c'est autour de 1000 milliards. Un pays comme le Niger, le budget du Niger 2016, c'est à peu près 1800 milliards. Donc, vous vous situez où? Si vous pensez petit, si vous pensez que nous sommes petits, ben nous resterons petits. Que le gouvernement aujourd'hui ait de l'ambition, ben c'est très bien. Maintenant, le gouvernement doit donner les moyens de cette ambition. Et nous, députés, nous avons contribué à donner au gouvernement les moyens de son ambition à travers le vote de cette loi. Justement, puisque vous parlez finalement de ce budget-là, est-ce que la question essentielle que nos compatriotes se posent, est-ce que ce budget est réaliste? Est-ce que nous avons cette capacité de mobilisation, vu le contexte de crise dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les 1000 milliards à mobiliser en ressources internes. Est-ce que pour des régies qui ne fonctionnent plus pratiquement. Bon, est-ce que nous avons la possibilité d'y parvenir? Avec beaucoup d'optimisme, je crois que oui. Nous pouvons même dépasser. C'est moi qui le dis. Pourquoi je dis cela? D'abord, vous savez, dans toute crise, vous avez vraiment, disons, une possibilité de sortir plus fort. De rebondir. Oui, notre pays est nigéro-dépendant. Nigéro-dépendant? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le Bénin est complètement dépendant du Nigeria. Quand le Nigeria tousse, le Bénin s'enrhume. Donc nous devons tout faire pour être moins nigéro-dépendants. Nous devons tout faire pour pouvoir diversifier notre économie. Nous devons tout faire pour que nous ayons une économie résiliente qui permette de résister aux chocs. Et les chocs, en ce qui concerne le Bénin, ce n'est pas les chocs en Russie, ce n'est pas les chocs en Inde, c'est les chocs au Nigeria principalement. Donc la mondialisation pour nous, c'est le Nigeria. Donc nous devons tout faire aujourd'hui pour muscler notre économie, muscler l'agriculture, muscler le tourisme, muscler les infrastructures. Imaginons aujourd'hui si le Bénin était complètement autonome en termes d'énergie. Vous imaginez ce que ça nous fait déjà comme économie par rapport au Nigeria. Donc nous devons tout faire pour être moins nigéro-dépendants. Et l'avant-projet de budget envoyé par le gouvernement, semble-t-il, va dans le bon sens. Je ne peux pas venir vous présenter l'avant-projet du gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas ministre des Finances et de l'économie. Mais le peu que j'ai eu me permet de dire que nous allons dans le bon sens. Maintenant, le gouvernement viendra à l'Assemblée nous rassurer, nous députés, et à travers, d'ailleurs, les questions que vous posez, en disant, est-ce que c'est réaliste? Quels sont les moyens que vous vous donnez? Peut-on réellement mobiliser? Mais ce que je vois, puisque en tant que président d'une commission budgétaire, j'ai déjà quelques éléments quand même. Ce que je vois, c'est que le gouvernement a tablé pratiquement sur une évolution étale, donc c'est-à-dire la croissance en ce qui concerne les régies, la croissance est assez modérée, c'est-à-dire la croissance de mobilisation des régies est assez modérée. Donc le gouvernement ne table pas sur 2000 milliards aux impôts ou à la douane. Donc le gouvernement table sur la tendance est à la chute plutôt, pas... Non, le stabiliser par rapport, c'est-à-dire en termes d'économie, en matière d'économie, vous avez des trimestrialités. Le gouvernement peut très bien prendre le dernier trimestre ou le troisième trimestre, regarder un peu le niveau des ressources de mobilisation des ressources et faire une projection. Donc c'est ce qui est fait, c'est comme ça qu'on fait un budget. Donc si le gouvernement fait ainsi, le gouvernement va se donner les moyens au moins d'atteindre, de maintenir le cap. Et maintenir le cap, vous avez vu d'ailleurs que aujourd'hui le chef de l'État va plus facilement au Nigeria discuter avec le président Buhari. Il a fini par régler le problème. Bon, il est en train de régler le problème, puisque malheureusement le problème qui se pose au Nigeria ne dépend pas du Bénin. Je dirais même que le problème qui se pose au Nigeria ne dépend pas du Nigeria, parce que c'est la chute des cours, disons, du baril de pétrole qui ont posé le problème essentiel au Nigeria et qui explique la crise. Le Nigeria lui-même veut en profiter pour ne plus être uniquement dépendant du pétrole. Donc, en diversifiant son économie. C'est ce que nous devons faire nous-mêmes. C'est une opportunité pour nous et c'est ce que le gouvernement propose à travers l'avant-projet de budget. Le grand rendez-vous. Alors, Jean-Michel Abimbola, la polémique peine à se dégonfler cette semaine encore. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre de tout activisme des mouvements estudiantins encore fait la une de l'actualité. Les avis sont multiples, les positions sont tranchées. Quel est l'avis du député que vous êtes sur le sujet? Oui, merci beaucoup. Moi, quand ça a démarré,
j'ai pris le temps de lire le décret. Parce que nous étions tous horrifiés, on poussait des cris d'orfraie là pour dire mais c'est pas possible. Le décret d'interdiction. Bien sûr. Mais en lisant le décret, en ce qui me concerne, j'ai été plutôt rassuré. Parce que la façon dont c'était présenté au départ, c'était comme si on avait dissous les fêtières. C'est comme si on avait dissous les organisations estudiantines. C'est pas le cas. Vous savez, un gouvernement a des missions essentielles, parfois contradictoires. Le gouvernement est, à travers le président de la République, est garant de la liberté de chaque Béninois. Mais le gouvernement est également garant de la sécurité de chaque Béninois et chaque Béninoise. Parfois, la sécurité et la liberté, c'est un peu contradictoire. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur le campus. Tous les étudiants qui sont au campus n'étaient pas des grévistes. Tous les étudiants sur le campus n'étaient pas violents. Moi, quand j'étais étudiant, je n'étais pas sur Abou Mekalavi, mais j'étais plutôt trouillard. Je n'étais jamais dans les grands mouvements. Pourquoi? Mais je viens de faire un aveu, j'ai dit que je suis trouillard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Fallait montrer un peu plus de courage. Oui, mais j'en ai eu après. Ah, d'accord. Voilà. Donc, parce que les mouvements de foule et autres, les débordements, les parents qui sont à la maison sont inquiets. Et il y a eu trop de débordements dernièrement. Il y a eu des dérives. Le gouvernement, à travers un certain nombre de personnes qui connaissaient un peu le milieu estudiantin, le gouvernement a essayé d'amener les gens à la raison. Le gouvernement a essayé de discuter. Mais si on n'entend pas raison, la Constitution a donné également la possibilité au gouvernement de prendre des mesures fortes. Et c'est ce qui a été fait. Et cette mesure a été prise en attendant une meilleure organisation. Honnêtement, ne nous faisons pas plus de tort que ça. N'essayons pas de présenter la démocratie béninoise. Quand Joie se fait peur. Oui, on joue à se faire peur. Le gouvernement a eu raison. Quand vous dites que ce n'est pas une dissolution, est-ce parce qu'on n'a pas utilisé le mot dans le décret? Parce que pour des organisations estudiantines, si elles n'exercent pas sur le campus, où est-ce qu'elles vont aller exercer? Mais écoutez, d'abord, nous sommes dans le domaine de la loi. Il n'y a pas de dissolution. Donc ne me dites pas que c'est une dissolution. Oui, ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'elles peuvent vivre encore? Est-ce qu'elles peuvent faire d'activités? Mais bien sûr qu'elles peuvent faire des activités. Dans les rues, dans les maisons? Mais partout où elles ont la possibilité de se réunir. Vous ne cherchez pas partout, ne dit rien, ne nomme nulle part. Écoutez, je ne suis pas le leader de ces organisations-là. Et quand ils faisaient leurs manifestations ou leurs excès sur le campus, on ne demandait pas mon avis. Oui, mais est-ce que c'est sérieux pour un gouvernement de parler de militaires ou d'anciens militaires, de parler de torturés sans en montrer un seul et jusqu'à présent? Le gouvernement a des informations que vous n'avez pas, monsieur Arancet, et que moi je n'ai pas. Nous sommes également dans les médias et nous on n'a jamais couvert une activité où on a plutôt torturé les étudiants. Monsieur Arancet, avez-vous enquêté? Est-ce que vous en connaissez, vous, moi, qui bataillez la cause du gouvernement? Non mais écoutez, je viens de vous dire que le gouvernement a forcément des informations que le citoyen lambda, y compris le député... Vous faites foi au gouvernement tout court? Non, les députés peuvent décider d'enquêter, peuvent décider de mettre une commission pour aller vérifier cela. Mais vous ne soutenez pas encore en avoir vu ces preuves-là. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, j'en ai pas vu parce que le gouvernement n'est pas dans l'obligation de mettre à la disposition. Mais personne au Bénin non plus ne l'a vu et personne ne réclame ça. Ah si, les gens l'ont vu. Si les gens l'ont vu, c'est parce que... par exemple? Mais le gouvernement, précisément, c'est des hommes. Alors, Jean-Michel Abim, voilà, dernière question avant d'ouvrir le standard à nos auditeurs, le député. Non, oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à demander? Nous n'allons pas donner l'antenne aux auditeurs sans avoir parlé de la carte universitaire. Jean-Michel Abnibois. J'en ai parlé, mais je peux revenir dessus. Ah non, moi je ne vais pas finir. Allez-y. Oui, mais est-ce parce que le gouvernement, encore une fois, a présenté son décret que les députés, les 45 qui avaient montré si tant de muscles, se sont rangés? D'abord, la constitution béninoise est très claire. Il y a des décisions qui sont du ressort du gouvernement. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est du ressort du gouvernement. C'est la Constitution. Quand il a décidé, quand il a gouverné, on se couche. Est-ce que je l'ai couché là? Ce que je veux vous dire par là, il y a eu débat. Il y a eu tiraillement. Le gouvernement a tranché dans le sens qui lui a semblé le plus approprié compte tenu, disons, de sa vision pour la réforme et de sa vision du temps. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je ne vais pas vous apprendre ici, en tout cas pas moi. Je ne vais pas vous dire ici, je ne vais pas répéter, on ne va pas refaire le débat ici. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Moi, en tant qu'homme politique,
en tant que député, je prendrai les miennes le moment venu. Oui, mais la promesse de l'atelier pour concilier les positions, ça a été comme un piège, une ruse, non, du gouvernement? Parce que vous y croyez, vous? Parce que ce n'était jamais arrivé. Ça, vous y croyez, vous, au début? Ah, vous n'y croyez pas? Moi, Jean-Michel Abimbola, je n'y croyais pas. Mais je suis un député sur 83. Vous saviez que le gouvernement avait servi ça seulement pour vous calmer et faire son Moi, Jean-Michel Abimbola, oui. Ah oui, et ça, c'est normal, vous pensez? Mais pourquoi? C'est interdit par qui? Ou par quoi? Oui, mais en même temps, ça donne l'impression que vous jouiez visiblement pour les populations de Kétou. Oui, l'université doit revenir à Kétou. En même temps, vous étiez au gouvernement, vous partagez la cause du gouvernement. Est-ce que vous avez vérifié le vote des députés? Je dois être le seul où nous sommes deux à n'avoir pas voté la ratification. Donc, même ça s'est arrêté là. Après, comme je dis, vous vous êtes couché. Mais c'est le seul pouvoir que la Constitution me donne. La Constitution ne me donne pas le pouvoir de convoquer le président de la République ou le gouvernement à la gendarmerie. Sinon, je l'aurais fait. Donc, je suis obligé d'utiliser les armes dans la limite de la Constitution. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait, s'il y a une seule personne dans ce pays, et tout le monde sait que cette personne est vent debout contre cela, c'est Jean-Michel Abimbola. Donc, mais après, c'est le silence approbateur qui a salué ça. Non, approbateur, c'est de trop. Mais oui, c'est le silence. Que voulez-vous que je fasse? Vous voulez que j'aboie? Mais le gouvernement est passé en force. Que voulez-vous que je fasse? Le gouvernement a montré sa force. Donc, je suis obligé d'en prendre acte. Mais le gouvernement sait que Jean-Michel Abimbola n'est pas d'accord, et d'autres députés, probablement. Mais moi, je n'ai pas caché mon sentiment. Alors, le sujet sur lequel vous allez peut-être nous révéler votre sentiment également, c'est la déclaration du patrimoine. Est-ce que le député Jean-Michel Abimbola a déclaré son patrimoine, comme le prescrit la loi qu'il a dû voter lui-même? Oui. Bon, d'abord, disons que je vais dire que j'ai voté cette loi parce que l'administration est une continuité et que j'étais député. Vous cherchez en fait votre réponse. Non, pas du tout. J'ai ma réponse, elle est tellement simple. C'est parce que si je vous avais dit oui ou non, ça aurait duré une seconde. D'accord. Allez, si, je sais, monsieur Arancet, monsieur Adou, vous êtes parmi les meilleurs journalistes du Bénin. Oula, je suis sûr. Quelle fleur vous me Oui, faites oui, là. oui, je fais ça parce que vous m'en faites aussi. Je suis sûr que vous savez que dans les 5 députés qui ont déclaré leur patrimoine dès le début, Jean-Michel Abimbola est dedans. Ah oui, bravo. Bon, donc vous posez la question pour que les auditeurs puissent le savoir. Pour que vous cueilliez gros les lauriers. Exactement. Alors, Jean-Michel Abimbola a fait partie des 6 députés qui ont déclaré leur bien. Oui, c'était 5 plus 1 après. Voilà, ça fait 6. on tient la comptabilité ici. Exactement. Donc, 6 députés qui ont déclaré leur bien sur 83 députés. Mais la question que je voudrais vous poser, comment expliquez-vous le fait, cette résistance de nos élus à la loi qu'ils se sont librement donnée? Comment est-ce que des gens qui ont voté une loi résistent autant à l'application à eux-mêmes de cette même loi? Et attendre que les Béninois soient normaux. Bon, je voudrais d'abord dire que les collègues vont corriger cela. Le président de l'Assemblée nationale a invité les collègues à déclarer leurs biens. Ça, c'est la première réponse que je voudrais faire. Lui, il a déclaré on devait le faire, on devait les inviter à se conformer à la loi qu'ils ont votée. Non, je viens. Parce que si vous posez une question dans la question, les auditeurs ne sauront plus ce qu'on est en train de dire. D'accord, allez-y. Donc, la première des choses, c'est que les collègues vont se conformer. La deuxième chose que je voudrais dire, très honnêtement, la loi est mal fichue. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, expliquez-nous. Oui, j'y viens. La loi est mal fichue parce que on ne peut pas demander à des gens qui ne gèrent pas des fonds publics de déclarer leurs biens. Quel est l'intérêt de la déclaration de biens? Ce n'est pas du voyeurisme. C'est parce que c'est pour éviter que les gouvernants... l'enrichissement illicite. Exactement. Mais un député gère quoi? Oui, mais l'intérêt, est-ce que c'est pas la sortie? Un député gère quoi? Vous avez dit, mais un député peut rencontrer la corruption. Non. C'est son chemin à tout moment, non? Mais si c'est ça, pourquoi vous, monsieur Arancet, vous ne déclarez pas vos biens? Vous pouvez rencontrer la corruption également. Non, mais là où les députés sont-ils pas plus exposés que les journalistes? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que l'intérêt, dans tous les pays où cela existe, ceux qui gèrent les fonds publics déclarent leurs biens. C'est vous qui contrôlez par exemple l'action du gouvernement. Mais on contrôle l'action du gouvernement, mais on n'a pas une signature pour engager l'argent de l'État. Des actions du gouvernement, des actions qui ne sont pas nos biens. Mais donc c'est le gouvernement qui doit déclarer ses biens. Que le gouvernement déclare ses biens, ça c'est normal. Que même, je veux même aller loin, que le président de l'Assemblée nationale et les questeurs déclarent leurs biens, je veux bien comprendre. Mais dans cette loi mal fichue,
Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est ce que je pense. Vous avez la prérogative de corriger. Mais bien sûr, on va y venir. Mais une fois que le public béninois aurait compris pourquoi est-ce que la loi est mal fichue. Parce que si aujourd'hui on veut corriger, on va dire c'est parce qu'ils ont volé, ils veulent cacher. Alors, donc, on demande à des CA, à des chefs de village et autres, de déclarer leurs biens. Mais ils gagnent combien? 5 000 par mois. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, tous ceux qui doivent déclarer leurs biens, dans un ministère, par exemple, pratiquement tout le monde déclare son bien. C'est à peine si le planton ne déclare pas son bien. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas opérationnel, je pense qu'on a juste fait ça. C'est pour nous mettre à l'abri de la corruption. Non, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas efficace. Donc ça ne sert à rien. Non, j'ai pas dit que ça ne sert à rien. Ça ne devait pas être aussi large, aussi ouvert au tout venant. Donc je pense qu'il faut corriger cette loi à un moment donné. Mais la loi existe. À partir du moment où elle existe, on doit l'appliquer, on doit la respecter. C'est en ce sens que les collègues vont s'y conformer. On espère qu'ils vont s'y conformer comme vous le dites, mais en attendant qu'ils s'y conforment, nous allons recevoir dans cette émission nos auditeurs qui vont vous adresser quelques questions sur tout ce que nous avons dit jusque-là. 64 44 02 44 66 75 72 72. Georges Bono, y a-t-il un auditeur en ligne? Non, pas encore. Donc je rappelle encore les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, c'est le 66 75 72 72 et le 64 44 02 44. Le premier auditeur est en ligne. Bonjour, monsieur. Premier auditeur sur Grand Boulevard de ce dimanche. Abbas Olatoune depuis Porto Novo. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, monsieur Abbas Olatoune, allez-y pour vos questions. Je salue l'honorable. Oui, bonjour, monsieur Olatoune. Omo Akaba Dina. Beni. Kabi Etio, bonjour. Oba Akiao. Comment vous vous portez, l'honorable? Merci beaucoup. Ça va. Merci. Toutes les fois que j'ai l'occasion de vous suivre, je ne regrette jamais vos explications et la compréhension de votre développement. Monsieur Olatoune, est-ce que vous avez des questions à poser à l'honorable? Allez-y. J'ai des questions. C'est pas parce que nous sommes du même village que je viendrai ici l'encenser. J'ai comme l'impression que quand nous avons un cadre béninois qui devient politique dans notre pays, l'État béninois perd plus d'1 milliard de francs par an. C'est-à-dire? Monsieur l'honorable, oui. C'est pas parce que vous êtes craintif que vous n'allez pas saisir le président Patrice Talon pour qu'il puisse déclarer ses biens. Et je passe ici tout de suite pour vous l'inviter à le faire. Juste ma question. Merci. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous, monsieur Abbas Olatoune. Notre auditeur est en ligne. Bonjour. Bonjour à vous. À qui avons l'honneur? Eugène Waignan, monsieur. Monsieur Waignan, allez-y. Allez-y. Salut l'honorable ministre. Bonjour, monsieur Waignan. Monsieur le ministre. Oui, monsieur Au Waignan. moment où vous étiez à la culture, oui. Vous avez été victime d'un chantage. Au même moment, il y a eu une information qu'on a voulu partager avec vous dans le domaine culturel. Je ne sais pas s'il faille que je vous rappelle cela. Honnêtement, soyez peut-être un peu plus explicite, je n'ai pas bien compris. Moi non plus. Voilà. Au niveau du ministère de la Culture, il y avait une, je dirais, demi-malversation. On vous a balancé l'information. Vous en avez fait quoi finalement, puisque aux dernières nouvelles... C'est la demi-malversation dont vous parlez, M. Waignan, se rapporte à quoi concrètement? Soyez précis, sinon on ne peut pas répondre à votre question. Il y a la prudence. Le directeur, en fait, a été gardé, maintenu, et il a fallu l'arrivée du nouveau président pour, en fait, procéder à un nettoyage. Vous parlez de quelle direction? La DIPAC. C'est bon? Autre question. Deuxième question. Monsieur le ministre, entre être ministre sous Yahi et être député grâce à Yahi et se reconvertir rapidement. Bon, il est parti. On va prendre un autre. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Ici c'est Robert Pétion m'appelle. D'accord.
Et honorable monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ok. Avec tout le respect que je vous dois, ce matin, je vous ai suivi, je vous ai très bien suivi. Et tout à l'heure, vous avez dit, déjà à 2 ans de la fin du mandat du président Boni Yayi, que ça n'allait plus et que vous avez déjà eu vous posez déjà des pas de disposants. Mais, honorable, à 2 ans de la fin du mandat du président Yayi Boni, il y a eu des problèmes entre vous, vous le dites. Pourquoi avez-vous accepté encore être tête de liste dans votre zone pour être député sur la bannière FCBE? Première question. Deuxième question, honorable monsieur le ministre. Vous étiez déjà en problème avec les FCBE. Mais lors des élections présidentielles, nous avons vu votre parti politique soutenir au premier tour le candidat des FCBE que Boni Yayi, le président Boni Yayi a amené. Et c'est seulement à quelques heures de la fin du second tour que vous avez supporté le président Talon. Honorable monsieur le ministre, je n'ai pas compris du tout votre position et je demande au président Talon de faire attention. Merci et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous, monsieur Doutetien. Un autre est-il en ligne? Oui. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons l'honneur? Sylvestre Oloulade. Je suis à Sekanyi dans la commune de Sénégoudi. Monsieur Oloulade, allez-y pour vos questions. Oloulade, honorable Michel Abimbola, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Que pensez-vous de la décision du gouvernement par rapport aux fonciers? Deuxième préoccupation, on vous a vu apporter le soutien aux sinistres, j'allais dire, d'Avamé. Pardon? Ça dit aux sinistres ou bien comment les appelle? Bien sûr, de Tori Avamé, oui, allez-y. Tori Avamé. Pour l'incendie, oui. Oui, pour l'incendie. Est-ce que vous avez connaissance d'un pont qui relie deux villages, Tonvi et Sekandi, un pont en bois? Est-ce que vous avez connaissance de ça? Sylvestre Oloulade, très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Nous allons en prendre deux très rapidement. Bonjour. Non, il est reparti. Il y a un autre qui est là. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons-nous l'honneur? Je vous appelle depuis Parako. C'est qui? Tobiro, quoi vous avez dit? Jonas Tobiro. D'accord, Jonas Tobiro, nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup. Je remercie monsieur le ministre, l'honorable. J'avoue que c'est pour la première fois. Allez-y pour vos questions, monsieur Tobiro. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Il y a d'autres auditeurs qui s'impatientent en ligne. Cette question, je peux le dire. En tant qu'ancien ministre de l'économie maritime, ce qui se passe au port aujourd'hui, quel conseil peut donner au chef de l'État? Parce que on constate aujourd'hui que les 99% des Libanais qui se plaignent, que le gouvernement ne fait rien, absolument rien pour employer les choses dans l'importation des occasions. Et deuxième préoccupation, est-ce que le gouvernement est vraiment conscient de ce que le port est aujourd'hui pour qu'il ne mène aucune action en ce temps que les activités de port émergent? Pas ne pas diminuer les temps des transports des véhicules pour des conteneurs pour que les opérateurs économiques amènent leurs marchandises au pays. Je vous remercie et très bonne journée et très bon dimanche à vous. Bonne journée à vous, M. Tobiro. Nous prenons le dernier. Allô? Bonjour, à qui avons l'honneur? Monsieur Glélé Charlemagne. Monsieur Glélé, allez-y. Je remercie le plateau. Et je remercie aussi le ministre. Merci, pour leur monsieur. effort par rapport à l'assainissement juridique des opérateurs économiques. Il y a un aspect qui m'inquiète. Ils disent que le gouvernement doit passer nécessairement par l'Assemblée pour tout projet de PPP. Même il n'y a pas un montant qui est fixé à un opérateur économique qui a un petit projet de 2 à 3 milliards par exemple. Est-ce que cette procédure de passer nécessairement par l'Assemblée ne bloquerait pas l'avancée et la signature des contrats? Parce que nous connaissons un peu comment les choses se passent dans ce pays. Il y a une opportunité dans une année. Et si en temps, ce n'était pas prévu de passer par l'Assemblée, est-ce que cette manière, ce que la loi a prévu, ne bloquerait pas? Parce que nous savons que pour faire aboutir
Et il y a une notion de temps qui est là. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, en fonction du montant du projet, de faire confiance au gouvernement pour continuer les contrats dans le cadre de ce projet de loi-là? Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Glele. Bonne journée à vous. Nous allons revenir ici dans ce studio pour essayer d'apporter quelques réponses rapides à ces questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Abbas, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'entreprendrez pas quelque chose pour obliger le président de la République à déclarer son patrimoine. Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier l'ensemble des auditeurs qui ont appelé. S'agissant de la déclaration de biens, je me suis largement exprimé tout à l'heure. Il y a une loi qui existe, cette loi doit être respectée. Quel que soit, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens, normalement, qui ne devraient pas être concernés, mais étant donné que la loi les a pris en considération, ces personnes doivent déclarer. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, évidemment, cette loi s'applique en premier lieu au gouvernement, et le premier d'entre eux, c'est le chef de l'État. Donc, le chef de l'État, bien évidemment, doit s'y conformer. Mais je ne sais pas si au moment où je vous parle, le chef de l'État, Patrice Talon, a déclaré ses biens ou pas. Je n'en sais rien. Nous pourrions, à l'Assemblée, évidemment, prendre des dispositions pour en savoir plus. Quand tous les députés auraient déclaré les leurs. Ou avant. Ou avant. Alors, mais en tout cas, il faudrait que ce soit un député qui a déjà déclaré ses biens qui pose la question. Qui s'aventure sur ce chemin. Je pense que je suis légitime pour pouvoir poser cette question. Alors, voilà. Et Ewayon a parlé. S'agissant de Ewayon, honnêtement, je n'ai pas bien compris. Vous savez, quand vous êtes ministre, tous les jours, vous avez des lettres de dénonciation diverses et variées. C'est le Bénin qui est comme ça. Ah bon? Oui, parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais une fois que effectivement il y a une dénonciation, tout ce que le ministre peut faire, le ministre ne peut pas lui-même aller enquêter. C'est de transmettre le dossier à l'IGM, donc l'inspection générale du ministère. Donc je ne me souviens pas franchement de cette demi-malversation. Vous voyez, c'est pas tout à fait une malversation. Je ne me souviens pas. J'ai envie de dire, monsieur le ministre, c'est mieux que les lettres de dénonciation, c'était abondant dans la presse pour cette direction-là, les malversations. La DEPAC. Au moment où j'étais ministre, non, je ne pense pas. De tout le temps. Non. Je veux être catégorique. Ce milliard des artistes qui était devenu une sorte de vache à lait pour quelques-uns au détriment des autres. Et la grosse corruption qui se développait dans cette commission, les trucs s'attribuaient des... Monsieur Adou, monsieur Arancet, ne se met pas la confusion. La DEPAC ne gère pas le milliard culturel. C'est la DEFAC qui gère. C'est la DEFAC. Ce monsieur vient de parler de la DEPAC. Donc la DEPAC ne gère pas le milliard culturel. Donc, et le monsieur lui-même parle de demi-malversation. Donc moi je ne sais pas de quoi on parle. D'accord. Donc maintenant, si effectivement il y a des dossiers de malversation, il faut effectivement les rendre publics et le ministre a l'obligation de les transmettre à l'IGM pour plus d'investigation. Donc vous en avez fait quand vous étiez ministre? Ah, suffisamment, oui. D'accord. Hein, je ne suis pas commode pour ça. C'est pour ça que je vous ai dit que depuis l'université, je suis devenu un peu plus courageux. Voilà. En ce qui concerne M. Doutetien, bon, je comprends l'embarras ou en tout cas la gêne de M. Doutetien. Mais ce que je peux dire, c'est que la politique est complexe. Ce que je peux dire également, c'est que je suis jusqu'à l'élection du président Talon, j'étais membre des FCBE. Le RND, mon parti politique qui s'appelle Rassemblement National pour la Démocratie, a démissionné des FCBE le 13 avril 2016. Donc, en tant que FCBE, membre fondateur du FCBE, c'est légitime que je sois sur la liste FCBE pour les élections. Et ceux qui ont voté pour moi, qui votaient déjà pour mon père, même depuis le temps du RND, ce ne sont pas, disons, des propriétés des FCBE qui ont été... Il n'y a pas une pépinière FCBE pour venir m'implanter mes électeurs. Ce sont des électeurs de Jean-Michel Abimbola. Avant ça, c'était des électeurs d'Anani Adebayo Abimbola. Donc, oui, mais ce qu'il dit aussi, je me sens légitime d'être sur cette liste. Je suis membre de cette liste. D'accord. Mais s'agissant maintenant du premier tour. Voilà. Non, je ne vais rien éluder. Très bien. S'agissant du premier tour, aujourd'hui, c'est difficile de remettre dans le contexte. Mais si vous faites bien attention à l'époque, vous verrez que parmi les ministres et députés FCBE, à part ceux qui ont été directement candidats, j'étais celui qui a traîné le plus pour pouvoir céder,
du bout des lèvres pour dire que c'est Zinsou. Vous ne pouvez même pas imaginer de quoi on parle, en termes de pression, en termes de menaces et autres. Mais la politique est plus complexe que vous le croyez, monsieur Doutétien. Mais vu de l'extérieur, que vous ayez ce jugement sur moi, je ne vous en veux pas. En fait, ce qu'il pose, est-ce que ce n'est pas le problème moral dont il parle? Vous parlez de Zinsou, mais Zinsou aurait pu passer aussi. Zinsou aurait pu être le président de la République. Mais tant mieux pour Zinsou, s'il avait été le président de la République, mais il n'est pas aujourd'hui. Vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse, disons, de la spéculation? Mais vous auriez fait avec également et vous auriez cherché la rétribution normale. Non, aujourd'hui, quelle rétribution je cherche? Je ne suis pas député par le bon vouloir de Patrice Talon. Donc, je ne dois rien à Patrice Talon en tant que député. Et vous n'avez pas entendu quelque part que Jean-Michel Abimbola a demandé à être membre du gouvernement. Et vous n'avez pas entendu quelque part que je fais les couloirs de tel ou tel ministère ou de la présidente de la République. Vous pouvez soutenir un régime et lui dire la vérité. Et malheureusement, la maturité de notre démocratie au Bénin pose ce problème-là. Et c'est pour ça que, malheureusement, nous, les députés, nous ne donnons pas encore une bonne image du député tel qu'il devrait être. Parce qu'on estime que quand on soutient un régime, il faut dire que tout est bon. Et quand on est contre un régime, il faut dire que tout est mal. Mais vous pouvez soutenir un régime et avoir des nuances. Mais ce n'est jamais accepté, ni des journalistes que vous êtes. Je suis sûr que si j'émettais la moindre critique ici, demain, tous vos confrères vont titrer que Jean-Michel Abimbola est le premier opposant à Patrice Talon. Parce que notre démocratie n'est pas encore suffisamment mature. Et qu'on est, disons, dans la simplification. Donc, pour revenir, effectivement, à M. Doutétien, je comprends son trouble. Mais allez vérifier si vous aviez la possibilité d'interroger M. Zinsou lui-même et M. Yahi Boni. Mais dès le début, tous ont dit partout, Jean-Michel Abimbola soutient Patrice Talon. Mais ont mis la pression suffisante pour que je ne dise pas que je soutiens Patrice Talon. Mais au moment où j'ai eu l'opportunité, disons, de leur échapper, mais je m'en suis donné à cœur joie. Maintenant, si vous avez l'impression que c'est parce que il restait 2 jours... Vous étiez menacé, c'est ça? Bon, en tout cas, c'était pas facile. Bon, donc, maintenant, je reviens sur la préoccupation de M. Oloulade. Bon, la réforme foncière, disons, a été lancée depuis l'ancien régime, depuis le président Yahi Boni, notamment avec le soutien du MCA, du premier compact. Maintenant, là où le gouvernement Talon va plus loin, c'est effectivement de doter notre pays d'un cadastre national. Bon, c'est une très bonne chose, un cadastre. Un cadastre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les documents, nous avons les plans de toutes les parcelles, de tout le bâti et le non-bâti sur l'ensemble du territoire national. Et que si vous, M. Arancet, vous voulez demain aller acheter un terrain à Kétou, de Cotonou ici, vous pouvez visualiser le terrain, connaître les limites de votre terrain et savoir qu'effectivement, disons, vous êtes sécurisé. Donc, on apporte plus à la sécurité foncière. Donc, c'est une très belle réforme. Maintenant, c'est vrai que les gens ont été dans la simplification en disant on a interdit les lotissements. Bon, non, à partir du moment où vous voulez mettre en place un cadastre, vous êtes obligé de tout arrêter d'abord pour pouvoir mettre cela en place. Donc, voilà la réalité. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Ça peut retarder tel ou tel dans son projet foncier, mais dans tous les cas, ça va sécuriser l'ensemble des Béninois et ça va sécuriser une fois encore le secteur privé, donc les investissements, donc la croissance, la création d'emplois. C'est une excellente réforme du gouvernement et j'en félicite le gouvernement. Oui, Toria Vamé. Oui, en ce qui... Non, j'ai pas... Parce qu'il y a eu différentes choses sur Toria Vamé. Toria Vamé, bon... Non, il a parlé d'un pont. Il n'a pas de Tchomvi, il n'a pas posé de questions par rapport à ça. Donc pour Toria Vamé, évidemment, la compassion est totale. C'est réellement désolant. Disons ce qui s'est passé et je crois que toute la nation était émue et le gouvernement, nos partenaires, tous les ONG, tout le monde s'est mobilisé, le Parlement également, les députés. Parlant de Toria Vamé, vous avez dit que tout le monde est ému. On ne peut pas dire la même chose du chef de l'État qui n'a jamais d'ailleurs se déplacé sur les lieux. Pourquoi? Parce que l'émotion se voit à travers les larmes que le chef de l'État peut aller couler à Toria Vamé. Personne n'a jamais. Bon alors donc non. La compassion, est-ce que non le folklore. C'est pas la présence aussi. On vous a déjà dit que nous ne sommes plus dans la gouvernance théâtrale. Nous ne sommes plus dans le folklore. Terminé. Donc maintenant le gouvernement, le chef de l'État, c'est les ministres, et les ministres ont fait le nécessaire. Donc la présence ne participe pas du réconfort.
Oui, certainement. Mais malheureusement, je ne gère ni la communication du chef de l'État et il ne prend pas ses conseils auprès de moi, disons, pour pouvoir poser tel ou tel acte. Mais je veux dire, ne dramatisons pas ces choses-là. Le chef de l'État était, on l'a vu. Que ça se passe d'où vous venez en France. Oui. Le chef de l'État ce serait. Moi, je viens de Kétou, vous êtes sûr? On était tous les deux en France alors, Monsieur Aroncet. Ça c'est un scoop ce matin, hein, Monsieur Adou. Non, ne faites pas semblant. Non, mais il a pris ses fiches pour. Ne faites pas semblant. Oui. Un chef de l'État français se serait déplacé. Mais la France ne détient pas la vérité absolue. Donc, pourquoi vous voulez m'opposer la France? Alors, allons-y rapidement pour les deux autres questions qui restent. On a pris beaucoup de temps, on a 4 minutes. Quels sont les conseils en ce qui que vous pouvez donner, Toviro? Voilà. Monsieur Toviro, je peux vous assurer d'une chose. Le président Patrice Talon est un grand connaisseur du port de Cotonou. Donc, en la matière, je le dis sincèrement, je lui fais toute confiance pour pouvoir relancer le port de Cotonou. C'est vrai que la crise, c'est pas lui qui a amené la crise. C'est pas lui qui a amené la désaffection. La désaffection également, vous avez parlé des Libanais et autres, ça s'explique par la crise au Nigeria. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement a pris ce problème à bras le corps. Le chef de l'État est en train de faire, d'après ce que nous voyons à travers la presse, prendre des initiatives qui normalement devraient permettre de relancer tout cela. Il y a également les réformes. Il existe des solutions. Mais bien sûr qu'il y a des solutions. Les solutions, c'est de rendre d'abord notre port encore beaucoup plus compétitif. Les solutions, c'est de faciliter la vie, évidemment, aux opérateurs portuaires en général. Les solutions, c'est de redynamiser notre économie pour qu'il puisse y avoir des activités de commerce international, import et export. Oui, bien sûr. On a l'impression que le gouvernement là-dessus a traîné les pas, non? Honnêtement, un gouvernement, vu de l'extérieur, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'un gouvernement. C'est sans sommeil. Et je suis sûr que le gouvernement, disons, ne dort pas sur ces dossiers-là. Alors, dernière question avant de remettre l'antenne, passer par l'Assemblée nationale, voilà, pour le PPP. Peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé. Le gouvernement n'a pas l'obligation d'avoir une autorisation du gouvernement ou une ratification, de l'Assemblée. N'a pas une obligation d'avoir une ratification, une autorisation de l'Assemblée. Lors du débat d'orientation budgétaire, donc qu'on appelle le DOB, le gouvernement fait part à l'Assemblée nationale de ses projets, de ce qui est dans le catalogue de projets. Bon, grosso modo, pour faire simple, pour ne pas être trop technique, il y a le programme d'action du gouvernement. Dedans, il y a un certain nombre de projets. Le gouvernement dit, voilà, nous voulons, sur l'année 2017, construire une centrale, construire 3 autoroutes, etc. Le gouvernement l'explique aux députés. Il n'y a pas de vote là-dessus. Après, maintenant, le contrat est fait pour le gouvernement, donc négocie avec le secteur privé et a un contrat de PPP. Le contrat est envoyé pour que les députés sachent ce qu'il y a dedans. Donc, il n'y a aucun blocage. Il n'y a pas de possibilité qu'en dehors de ce panel, il y ait d'autres projets du genre. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle, c'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas être technique, vous avez dans la loi PPP ce qu'on appelle les projets qui sont dans le catalogue, les projets du catalogue. Vous avez ce qu'on appelle les projets hors catalogue. Et vous avez maintenant ce qu'on appelle les projets offres spontanées. Donc, ce n'est pas que si le projet n'est pas dans le catalogue, on ne peut pas le réaliser. Très bien. Alors, voilà, nous sommes malheureusement au terme de cette émission parce que vous avez encore des choses à nous raconter, Jean-Michel Abimbola. Mais nous devrons la boucler et laisser l'antenne. Donc, je rappelle que vous êtes ancien ministre de Boni Yayi, que vous êtes président de la commission du plan à l'Assemblée nationale, vous êtes président du Rassemblement national pour la démocratie, RND. Merci quand même d'être venu, merci d'être venu répondre en direct à nos questions, éclairer de votre opinion l'actualité. Vigile Aroncet, il a dû sacrifier son dimanche à Kétou. À Kétou, son week-end, carrément. C'est pour cela que je le remercie à nouveau. Mais pour se rattraper, puisqu'il m'a fait sacrifier un week-end à Kétou, il va m'offrir un week-end en France, puisque c'est de là que lui et moi on vient. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Wilfried Dadon, j'avais pour nous aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Nous vous prions de continuer à nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence si Dieu le veut, avec un nouvel invité. Le grand rendez-vous.